Section 13 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 13 Bourbonnais, Berry, Nivervey, Morvan. Imaginez deux vallées, presque parallèles, courant du sud au nord, celle de la Loire, celle de l'Allier, son affluent. Puis, quand ces deux torrents réunis et grossis encore de la Nièvre sont devenus un fleuve navigable, voyez aux environs de Briare leurs eaux par un coude brusque inclinées vers l'ouest, où d'autres rivières, comme le Cher et l'Indre, se préparent à les rejoindre et s'acheminent doucement dans le même sens à travers des plaines de plus en plus ouvertes. Vous avez la structure générale des provinces qu'on appelait le Bourbonnais, le Berry, le Nivernais. Pays d'élevage, où les bœufs, les chevaux, les moutons pâturent dans de grasses prairies. Pays d'industrie aussi, où la houille, le fer, la terre rouge propre à faire des briques et des tuiles alimentent de puissantes usines. Pays encore d'eau minérale, qui ont une renommée antique et universelle. Qui ne connaît, au pied du Massif central, les sources vivifiantes de Vichy, ce rendez-vous de malades sérieux, qui souffrent de l'estomac ou du foie, et de malades pour rire, dont la cure est surtout constituée par les émotions du tapis vert. Le Bourbonnais doit son nom à une petite ville, Bourbon-l'Archambault, qui passerait aujourd'hui fort inaperçue si elle n'avait été le nid primitif d'une famille princière, qui s'est taillé dans l'histoire une place considérable. Elle y entre de façon malheureuse par ce connétable de Bourbon, qui fait figure de traître et d'aventurier, et qui s'en va mourir d'une balle perdue en prenant Rome, que ses troupes saccagent. Elle s'y étale, ensuite, bannière déployée, dans le fracas des batailles et l'éclat des fêtes royales, durant 3 siècles où elle occupe des trônes, en France et dans le midi de l'Europe. Elle est en train d'en sortir, chassée, brisée par des révolutions où ses destinées apparaissent liées à celles mêmes du régime monarchique. Déchéance irrémédiable. Bourbon-l'Archambault a été détrôné, dans sa province même, par la ville de Moulins, qui fut la patrie de Berwick et de Villars, ces grands hommes de guerre, et de Théodore de Banville, ce prince de la fantaisie poétique. Les derniers Bourbons sont inconnus et sans prestige, dans leur fief originaire qui est devenu républicain et nomme des députés socialistes. Et pourtant, on ne peut parcourir la contrée sans rencontrer des souvenirs ou des vestiges de la vieille monarchie française. Le Berry en fut le refuge suprême au temps du péril anglais. Le roi de Bourges ne redevint le roi de Paris que grâce à Jeanne d'Arc, qui l'abandonna ensuite vilainement en la laissant brûler par les prêtres. À Bourges se dresse encore la tour où est né Louis XI. Ici, Jacques Coeur, argentier du roi et pionnier du grand commerce français dans le Levant, se donna pour guide cette devise: à vaillant cœur, rien impossible. Il se fit construire cet hôtel qui est l'égal et l'aïeul des châteaux de la Loire. Le XVe et le XVIe siècle furent la grande époque de ce centre géographique de la France. Autour de la belle cathédrale de Saint-Étienne se développe alors une vie intense. Cujas attire à l'université quantité d'étudiants en droit. Au siècle suivant, Bourges voit naître Bourdaloue, le prédicateur éloquent et sévère dont Condé disait « Silence, voici l'ennemi ». Au XIXe siècle, elle a eu un grand orateur démocrate, Michel, qui, comme beaucoup d'autres, sut mieux parler qu'agir. Elle a eu le bon président radical, Brisson. Elle a de nos jours le sculpteur Jean Baffier, dont le talent se distingue par sa robustesse paysanne. Mais aujourd'hui, son nom éveille des échos belliqueux. Fonderie de canons, école de pyrotechnie, arsenal, voilà ce qu'elle peut montrer aux voyageurs. Et dans ses environs ont prospéré les grandes exploitations industrielles qui figurent parmi les puissances du jour. Neuvy, avec ses briqueteries. Vierzon, avec ses poteries, ses machines agricoles, son école professionnelle. Fourchambault et Caunes, avec leurs forges. Châteauroux, avec ses manufactures de draps et de tabac. Decize, avec ses mines de charbon de terre.
Les produits de l'industrie ne doivent pas toutefois faire oublier ces autres produits du sol que sont les hommes. Decize est la patrie de l'énergique et sentencieux Saint-Just, le Spartiate élégant de la Révolution. Châteauroux, celle du général Bertrand, le compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène, qui a su se rendre immortel en s'attachant à un immortel et qui a mérité cet honneur par sa fidélité envers un vaincu. Issoudun a élevé une statue à Nicolas Leblanc, l'inventeur du procédé chimique qui fit de la soude, si nécessaire à tant de métiers, une matière commune et bon marché. On le voit, le Berry ne manque ni de ressources ni d'illustrations, mais par le privilège du génie littéraire, son nom est aujourd'hui inséparable de celui d'un grand écrivain, qui l'habita, le chanta avec prédilection, en popularisa le langage, les mœurs et les paysages. C'est George Sand que je veux dire. La bonne dame de Nohant a rendu familières à des milliers de lecteurs les traînes qui sont des allées vertes sous des dômes de verdure, les légendes de la Grand-Bête et les naïves aventures qui se déroulent autour de la Mare au diable, les amours rustiques de la Petite Fadette ou de François le Champy, les rivalités musicales des maîtres sonneurs. Qui parcourt cette vallée de l'Indre qu'elle appelait la vallée noire rencontre à chaque pas des sites qu'elle a décrits. Au moulin d'Angibault, elle a placé une idylle sociale. Au château d'Ars, elle a fait vivre les beaux messieurs de bois doré. La tour Gazeau joue son rôle dans ce roman de Mauprat, où l'auteur a si curieusement développé son idéal de maternité amoureuse, son rêve de la femme plus sage et plus âgée se faisant l'éducatrice de l'homme qu'elle aime. Son ombre, invisible et présente, plane ainsi, telle une fée protectrice de la contrée, sur les ruines des vieux manoirs, dans la vapeur bleue des étangs et des rivières, parmi les chemins creux, les prairies et les bois du pays berrichon. Le Nivernais n'offre point de nom si éclatant. Qu'est-ce, auprès de l'œuvre énorme de la grande romancière, que les chevilles de Maître Adam, ce menuisier de Nevers, qu'on a trop pompeusement qualifié de Virgile au rabot? Cependant, ce n'est pas seulement à ses écrivains, à son palais ducal, à ses faïences, à ses nougatines, que Nevers doit sa réputation. Quand on erre autour de sa cathédrale de Saint-Cyr, dans les rues silencieuses où l'herbe pousse entre les pavés, et où les maisons ont je ne sais quel air confit en dévotion, on entend gazouiller dans sa mémoire les vers badins de Gresset. On se souvient, avec un sourire, de Ververs, ce perroquet si bien choyé par les visitantines, et qui devint leur scandale après avoir été leur amour. Mais dès que l'on quitte les gras herbages où pâturent les grands bœufs de race nivernaise pour entrer dans le Morvan, c'est un véritable changement à vue. On dirait un îlot rocheux détaché des Vosges, des croupes usées, arrondies, que perce parfois leur ossature de grès ou de granit rouge, des ravins enchevêtrés où des sources nombreuses entretiennent des marais, des bois épais où vit tout un peuple de bûcherons et de charbonniers qui savent s'associer pour se défendre contre d'âpres exploitants. Une population pauvre et fruste dont les chaumières sont disséminées dans ce que les habitants même appellent un pays de loups. À la lisière des forêts et des rochers, au bord des rivières qui en sortent, courantes et claires, des villages aisés, de jolies petites villes mettent une ceinture aimable à ce massif où, difficiles et rares sont les voies de pénétration. Pougues-les-Eaux, avec ses sources Saint-Léger et Saint-Marcel, est de longue date en possession de la confiance des malades, puisque madame de Montespan et Jean-Jacques et les Valois, avant eux, sont venus lui demander la santé. Château-Chinon, à Vallon, ont aujourd'hui de coquettes villas où les citadins des grandes villes commencent à venir chercher la fraîcheur. Le château où est né Vauban, qui eut le double et rare mérite d'être un excellent militaire et un citoyen avant la lettre, le village où Davout, le vainqueur d'Auerstadt, a été petit garçon, ne sont plus des endroits ignorés ou dédaignés des touristes. Mais, en réalité, l'on ne sait trop à quelle région rattacher ce Morvan, si différent de son entourage immédiat. Quelques-unes de ces rivières s'écoulent dans la Saône, d'autres s'en vont vers la Loire. À Clamecy, on flotte du bois qui par l'Yonne gagnera la Seine. C'est un bloc montagneux, à 3 pentes, débris des vieux âges, demeuré debout, entre des contrées qu'il sépare, mais auxquelles il est uni lui-même. Il nous servira, si vous le voulez bien,
de transition pour atteindre le nord de la France où nous appelle la suite de notre voyage.